Bonsoir à tous, je suis Aurélia, je m'occupe de la partie événementielle chez Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, c'est le média dédié au travail. Donc on aborde ça sous différentes facettes et à travers différents contenus, des articles, des vidéos, des événements et des magazines. L'événement de ce soir s'appelle le Shaker et l'objectif c'est de vous proposer un point de vue sur un sujet RH une fois par mois, d'essayer de vous inspirer et de répondre à des problématiques concrètes en vous parlant de manière transparente. Ce soir, on va réfléchir à la question du feedback en entreprise. On a trouvé pertinent d'aborder ce sujet à l'approche des entretiens annuels, cette fameuse période qui cristallise tous les retours entre les managers et les managés. Et plus généralement, on est convaincu que le feedback, c'est une thématique importante qui est souvent mal exploitée, faute de temps et parfois d'envie de la part des entreprises. Et pourtant, ce sujet fait partie intégrante de l'engagement des collaborateurs et donc participe à leur bien-être et à leur performance. Donc on va aborder tous ces sujets avec Pierre Monclos, qui est DRH chez Youno, un organisme de formation professionnelle en ligne. Pierre travaille dans cette start-up de 35 collaborateurs, si je ne me trompe pas, depuis plus de 4 ans. Et il s'occupe du recrutement, de la stratégie RH, de la formation, et c'est aussi le garant de la culture d'entreprise. Et Kevin Bourgeois, qui est le CEO et le cofondateur de Supermood, un outil de mesure d'engagement des collaborateurs avec des sondages. Et aujourd'hui, Supermood compte une vingtaine de collaborateurs. Donc Kevin a pu expérimenter le sujet de la culture du feedback à la fois avec ses clients, mais aussi en interne pour ses propres collaborateurs. Je reste avec toi, Kevin. Je sais que tu identifies différents types de feedback. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce qu'est un feedback et quels sont les différents types de feedback? Ok. Coucou, merci d'être venu par le froid. Alors pour parler un petit peu du feedback, vous m'entendez bien? Ouais, top. J'ai un peu d'écho. Donc vous avez plusieurs types de feedback. Vous avez le feedback qu'on appelle local en psychologie. C'est hyper simple, c'est le feedback soit à votre manager, soit à vos pairs. Vous avez le feedback aussi organisationnel. C'est le feedback que vous faites globalement à toute l'organisation. Donc c'est quelque chose de plus institutionnalisé généralement pour la DRH ou le top management. Et ensuite vous avez le feedback qu'on appelle pour caricaturer de métier, qui est le feedback que vous faites à vos pairs qui exercent le même métier. En fait, vous ne parlez pas de la même façon à d'autres devs si vous êtes dev qu'à un commercial. Voilà. Et donc, tous ces feedbacks, ils ont des subtilités, ils se retrouvent à différents moments dans l'entreprise. Et typiquement, les entretiens annuels, c'est souvent du feedback local envers mon manager. Les feedbacks de l'enquête annuelle, vous savez, vous avez 150 questions une fois par an. Ça, c'est au contraire un feedback organisationnel. C'est je m'exprime par rapport à mon entreprise dans son ensemble. Voilà. Et donc le retour que vous attendez, il est complètement différent quand vous vous adressez à votre entreprise qu'à votre manager, qu'avec vos collègues. Juste pour préciser, du coup, pendant cette conférence, on va plutôt s'intéresser au feedback local, donc ce que vient d'expliquer Kevin, donc le feedback entre pairs et à son manager. Pierre, tu peux nous donner ta définition du feedback et la définition du feedback chez Youno? Bonjour à tous. Là, le feedback dont on va parler, moi je vais vous faire un retour d'expérience en tant que RH chez Youno. Le feedback, c'est notre définition. En fait, elle s'adapte selon les entreprises, selon la culture, on va le voir après. Pour nous, un feedback, on l'a défini comme une opportunité de progrès. Le but, c'était de dire, la première vertu du feedback, c'est que ça va aider les personnes à progresser. Pour le mettre en opposition aux idées reçues qu'il y a sur le feedback, où on te dit quand ça va pas, c'est peut-être malveillant, c'est pas trop. On avait vraiment des sujets sur ça dans l'entreprise, donc on a dit avant tout, nous on le fait que si c'est une opportunité de progrès. Et donc pour que ça en soit une, on a délimité 3 ingrédients. Souvent les entreprises, quand elles définissent, il y a 3 à 5 ingrédients qui en fait sont les étapes pour faire un feedback. Et donc chez Youno, la première étape, c'est que ça doit être préparé. On ne fait pas un feedback à chaud quand il se passe quelque chose, que ce soit un feedback positif ou un feedback d'amélioration. Le deuxième ingrédient, c'est qu'il doit être factuel et direct. C'est un double ingrédient, mais le but, c'est on va parler des faits. Évidemment, on va faire quelque chose d'objectif. Ça, beaucoup d'entreprises le reprennent. Mais par contre, on va aller directement à l'essentiel. Plutôt que de l'enrober, de le relier à d'autres sujets, le but, c'est si le feedback, c'est par rapport à un projet, c'est dans ce projet, il y a ça qui ne va pas, pour telle et telle raison. Toi, tu as eu telle implication dans le projet. On parle directement à la personne. Et le troisième ingrédient, c'est qu'il faut que ce soit actionnable. Actionnable, c'est qu'on va proposer un axe d'amélioration ou une aide potentiellement personnelle. Si je fais un feedback à un collègue, je vais lui dire
Là-dessus, moi, je te propose de faire ça, et si tu as besoin d'aide, je m'y connais un peu ou j'ai un petit peu de temps à passer. Donc les 3 ingrédients qui sont préparés, factuels et directs, et actionnables. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je vais vous parler du feedback. Et si ces 3 ingrédients ne sont pas présents, chez Youno, en tout cas, c'est que ce n'est pas un feedback, quoi. C'est pas un feedback. En fait, ça nous permet de définir aussi ce qui n'est pas un feedback. Quand on dit merci, quand on donne un petit signe de reconnaissance, quand on est énervé, enfin, peu importe que ça soit positif ou négatif, s'il n'y a pas ces ingrédients, c'est pas un feedback. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut dire merci, mais ça implique pas tout ce qu'on va voir ensuite dans nos échanges. Je reste avec toi, Pierre. Du coup, le sujet du feedback chez vous, il date d'1 an à peu près, et il s'est imposé dans un contexte un peu particulier de boîte. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais. Alors pour comprendre un petit peu, donc nous aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, on est 35 collaborateurs. On existe depuis 5 ans. Et en fait, les 30 collaborateurs sont arrivés en à peu près 2 ans et demi. Donc ça fait une croissance assez rapide. Et il y a un petit peu plus d'1 an, au moment où on réfléchissait à l'ambition du projet, on était à l'un des tournants, l'entreprise commençait à avoir une croissance rapide. On s'est posé pas mal de questions sur quelle est notre ambition et quelles sont les conditions de réussite de notre ambition. On a décidé avec les fondateurs d'avoir une ambition qu'on jugeait assez élevée. Donc le premier réflexe qu'on a eu, c'est de se dire ok, c'est chaud, ça fait peur, est-ce qu'on est capable d'y arriver? Parce que c'est cool de se dire on va avoir une super ambition, mais est-ce qu'on est vraiment capable de le faire? Et par rapport à ça, l'un des sujets qui est venu assez rapidement dans nos discussions, c'est est-ce que déjà en interne, on est capable de se dire les choses? On a 2/3 de l'équipe qui sont plutôt des profils juniors, qui n'ont pas eu d'expérience ou beaucoup d'expérience avant, et dans les profils qui sont un petit peu plus seniors, globalement, ils viennent d'organisations dans lesquelles le feedback, c'est tabou, c'est mal vu. D'ailleurs, s'il n'y a qu'une personne qui vient d'un grand groupe ici, c'est peut-être pas un hasard, c'est que c'est un sujet tabou souvent. Enfin, moi, je viens d'un grand groupe et on n'avait pas le droit de faire des feedbacks, c'était mal vu, c'était interdit. On prenait un feedback si on faisait un feedback, pour vous donner le contexte. Donc on s'est dit, il faut qu'on développe une culture du feedback chez Youno, sinon on n'arrivera pas à faire ce qu'on fait, il faut qu'on arrive à se dire les choses. Je ne sais pas si tu veux qu'on voit les étapes maintenant. Je pense qu'on détaillera un petit peu après, c'était plus sur le contexte dans lequel... Donc c'est dans ce contexte qu'on s'est dit, on ne sait pas se dire les choses, que ça soit entre associés, donc entre pairs, que ça soit d'un manager vers un collaborateur, il y a très peu de feedback, et il y avait même des personnes qui pensaient, parce qu'on l'a découvert à ce moment-là, qu'on n'avait pas le droit de faire un feedback à son manager. C'est absurde, mais il y avait des personnes qui pensaient ça parce que on ne parle pas du feedback au quotidien, donc on ne sait pas ce que c'est, quand est-ce qu'on a le droit de le faire, à qui. C'était un peu un trop-plein de bienveillance où vous aviez voulu instaurer une culture et sans penser au sujet du feedback. Ouais, l'une des raisons, il y en a peut-être plein qui sont sociologiques, mais l'une des raisons, c'est que au tout début, nous, on s'est dit la qualité de vie au travail, le bonheur au travail, c'est hyper important dans l'entreprise, et donc on va être bienveillant. Mais on l'a dit sans s'attacher à la définition de ce que ça voulait dire être bienveillant. Et quand on a eu les premières fois où il y a eu quelques feedbacks, c'était dur de se dire on est bienveillant, alors que quand tu fais un feedback à quelqu'un, potentiellement il le prend personnellement, ça lui fait mal, s'il le prend personnellement, il t'en veut. Ah non, si on fait ça, on n'est pas bienveillant. On faisait cette confusion et on s'est dit en fait, il ne faut pas faire cette confusion. On peut être bienveillant et faire des feedbacks pour aider les personnes à progresser et être exigeant envers les personnes. Et on a dû trouver cet équilibre-là qui n'est pas simple. Kevin, le feedback, ça dépend vraiment du contexte de boîte. Chez Supermood, vous accompagnez beaucoup de boîtes qui sont en mal de feedback. Est-ce qu'il y a des contextes que tu retrouves régulièrement en start-up, en grand groupe, et qui poussent les boîtes à faire des efforts là-dessus ? Ouais, il y a une différenciation entre les grands groupes et les petits groupes. Je dis petits groupes parce qu'il y a la start-up, mais il y a aussi les petites entités dans les grands groupes. Et donc c'est une différenciation plus par la taille. Pour le cas des grands groupes, c'est souvent un manque de formation et des différences générationnelles terribles. Il y a énormément de feedbacks qui sont non sollicités et souvent négatifs, c'est-à-dire que tout allait bien et d'un coup je me prends une claque qui vient de nulle part. C'est quoi un feedback non sollicité? Un exemple concret? C'est tout simplement, je donne un feedback sans demander à l'autre est-ce qu'il en veut.
c'est possible dans une culture, par exemple dans la culture du no, je suppose que c'est possible parce qu'il y a de la transparence, il y a de la bienveillance, etc. Mais s'il n'y a pas un terreau fertile à un échange régulier de feedback, ça peut faire hyper mal. Et l'exemple cliché, c'est le manager qui va râler et qui va pourrir un collaborateur devant tout le monde. Voilà, ça, c'est un feedback qui est généralement pas sollicité du collaborateur puisqu'il est exposé devant tout le monde. Et voilà. Donc il y a cette culture du feedback qui est plutôt agressive, qui est souvent à essayer d'adoucir et à faire comprendre comment on peut rajouter un petit peu d'empathie quand on donne un feedback. Et à l'inverse, vous avez cette espèce de trop-plein de bienveillance qui apparaît aussi en start-up où on veut être tous gentils et du coup on est hyper mielleux et on est condescendant en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un se plante, on lui dit bon, c'était pas terrible, mais franchement, tu as fait du mieux possible. Et en fait, la personne n'apprend pas et évolue pas. C'est pour ça que la définition du no est top. C'est le feedback, c'est un moyen de progresser. Tu dis une opportunité de progrès. Voilà. Et en fait, un feedback qui apporte aucun progrès, ça sert absolument à rien. Voilà. Donc, c'est des sujets qu'on traite. Et avec Supermood, pour vous expliquer en 2 mots ce qu'on fait, on donne la parole régulièrement aux gens et on qualifie, on quantifie les sentiments des gens au boulot pour savoir s'il y a un manque justement de feedback, de reconnaissance, etc. Et on voit que quand on travaille sur le feedback, ça a plein de vertus et il y a plein de facettes au feedback. Et par exemple, le sentiment de reconnaissance, en fait, il passe également en grande partie par le feedback. Quand je fais quelque chose de bien, il faut qu'on puisse me le dire et assez vite, pas 4 mois après. Et à l'inverse, quand je fais quelque chose de pas bien, c'est important qu'on me le dise tout de suite pour qu'il n'y ait pas de rancœur, de remords qui s'accumulent. Et c'est exactement l'entretien annuel où en gros on me demande ça va une fois par an et on me dit c'était bien, c'était pas bien une fois par an. Ça c'est un feedback qui s'accumule et d'un coup qui explose généralement. Ouais, alors que les sujets que tu évoques datent de 6 mois, voire 8 mois, voire plus, et du coup ça a plus grand intérêt d'en parler à ce moment-là, quoi. Exact. Ouais. Quand tu mets en place un plan d'action sur du feedback, donc ce qu'on appelle une mise en place d'une culture du feedback, qu'est-ce qu'il faut valider avant, peut-être au niveau de la stratégie de la boîte pour que tout le monde soit un peu raccord et que tu ne te plantes pas dans ce que tu vas entreprendre? Alors, ça dépend d'où tu pars. Quand tu as décidé de mettre quelque chose en place, mais ouais. du coup, tu cherches dans quel sens tu veux aller, okay. Quels sont un peu les points importants à valider, en tout cas au niveau de la stratégie et au niveau des décideurs dans la boîte? Ok. Le premier truc à faire, c'est simple, c'est définir ce qu'est un bon feedback. Je pense que Pierre a déjà donné plein de pistes d'éléments. Est-ce que dire merci ou est-ce que dire bonjour, c'est un feedback? Peut-être pas. Quelles sont les limites, quels sont le cadre, etc. Après, il y a qui porte le sujet du feedback. Vous avez en gros dans les grands groupes beaucoup de DRH qui portent ce sujet, alors qu'au final, c'est plus un sujet terrain et managérial. Et là, tout ce qui est notion d'exemplarité, etc., c'est hyper important. Si ça ne vient pas du top, c'est hyper compliqué. Vous ne pouvez pas demander à des gens à un N-3 de faire un feedback positif ou un feedback négatif et constructif si en fait son N+2 lui râle tout le temps dessus directement. Voilà. Donc l'exemplarité, c'est hyper important. Et ensuite, le feedback, ça a plein de facettes. Vous pouvez améliorer la fréquence à laquelle vous faites un feedback, la qualité, la communication, comment on le dit, etc. Et il y a des choses qui passent avant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux augmenter la qualité d'un feedback plutôt que la fréquence avant. Parce que je peux faire un feedback tous les jours à Pierre qui est pourri, ça va être compliqué, alors qu'il vaut mieux que je fasse un feedback quali chaque mois, et puis au fur et à mesure, améliorer la cadence. Voilà. Donc il y a toute une stratégie de qu'est-ce que je fais avant, etc. Et dans la stratégie, le plus important sur améliorer le feedback, c'est de recevoir du feedback sur est-ce que c'est amélioré ou pas. C'est-à-dire de régulièrement interroger les gens sur est-ce que vous pensez que ça a un impact régulier, est-ce que vous voyez un peu les fruits de ce qu'on essaye de pousser. Quantifier un peu. Ouais. Et je pense, Pierre, tu pourras en parler, où en fait vous êtes passé par plusieurs phases, et puis il y a des moments où vous n'avez pas vu passer des trucs, vous en êtes rendu compte plusieurs semaines après ou mois. Pierre, toi, c'est toi qui as porté ce sujet chez YouKnow. Qu'est-ce que vous avez validé avant? Donc la définition du feedback, on l'a bien compris, ça c'est un truc que vous avez formalisé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles vous avez réfléchi avant de vous lancer sur la qualité, sur la fréquence? Ouais. Alors en fait, on était plusieurs à le porter. Le COO chez nous, c'est celui vraiment qui l'a porté, mais on était plusieurs à prendre la parole. Puisqu'en fait, le contexte dans lequel on l'a mis en place, nous, en vrai, moi, c'est dur de donner des conseils sur ce sujet, mais le premier, c'est si vous voulez mettre en place des feedbacks, c'est pourquoi. Nous, notre pourquoi, c'est parce qu'on a un haut niveau d'ambition, qu'on n'est pas sûr d'y arriver, qu'on considère que c'est l'une des conditions pour qu'on se fasse progresser les uns les autres, sinon on n'y arrivera pas.
Donc une fois qu'on avait ce pourquoi, les étapes et les éléments, alors qu'on a zéro expérience là-dedans, ils ne sont pas venus tout seuls, mais c'était plus facile de les trouver, de voir s'ils étaient cohérents ou pas. Donc la manière dont on l'a fait, c'est que on a fait lors d'un séminaire annuel à toute l'équipe, quand on a annoncé justement ce niveau d'ambition, on a dit que l'un des ingrédients pour y arriver, ce serait le feedback. Et que vu qu'on partait de loin, qu'on était globalement mauvais, qu'il fallait l'assumer et se l'avouer, il fallait qu'on mette le paquet là-dessus, et ça allait être l'une des priorités. On avait un trimestre pour devenir super bon sur les feedbacks. On l'a mis dans les priorités de la boîte, mais selon la taille de votre boîte, ça peut être la priorité d'une équipe à voir. Nous, c'était une priorité au même titre que le booking et que d'autres sujets hyper importants pour la boîte. Donc on a fait un sujet, c'est l'une des priorités, on a 3 mois pour devenir très bon. Pourquoi ? Parce qu'on avait un enjeu de vitesse, et il fallait, si on avait étalé ça sur un an, on n'aurait pas réussi à temps. Le deuxième élément, sur comment est-ce qu'on l'a mis en place, c'est qu'on s'est dit, OK, pour que les gens puissent progresser hyper vite, au-delà d'en faire un sujet prioritaire et donc de le désacraliser, c'est-à-dire on dit, c'est normal, tout le monde va se faire des feedbacks tout le temps et il va falloir s'habituer vu qu'aujourd'hui on n'est pas bon, il faut qu'on définisse ce que c'est. Ce qui n'est pas forcément facile quand tu pars de rien, du coup, de te dire, ouais, maintenant c'est tout le monde qui fait des feedbacks et tout le temps, quoi. Exactement, et surtout, alors je ne sais pas vous, mais nous, nos premières expériences de feedback, moi la première fois que j'ai fait des feedbacks à mes associés ou que j'en ai eu de leur part, c'était hyper dur. Enfin, je m'en rappelle, ça a marqué ma mémoire, je pourrais tous vous les raconter. C'était hyper difficile. Et donc il fallait que nous qui avions passé cette étape, on explique aux autres, oui, il faut le faire, ça va être difficile, mais on savait exactement par quoi ils allaient passer. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui nous aurait aidé ? De définir, c'est ce que je vous ai dit au début, les fameux 3 ingrédients, ce que c'est, ce que ce n'est pas, mais aussi de dire que le feedback qui va dans tous les sens, c'est pas quelque chose qui est un privilège d'un manager et qui va être descendant. Et un autre élément qui est assez important, c'est d'apprendre à recevoir un feedback. Donc nous, on a fait une petite documentation, et dans les éléments où on a expliqué ce qu'était un feedback, c'est OK, voilà comment je fais un feedback, et quand je reçois un feedback, qui souvent est non sollicité, parce que il n'y a pas à demander si la personne, chez nous en tout cas, elle est prête à recevoir un feedback ou pas, dans quel état d'esprit je me mets quand mon manager ou mon collègue ou mon N-1 me dit là, je vais te faire un feedback. On a retenu 2 ingrédients hyper importants qui sont super durs. Je ne vous dis pas que j'y arrive tous les jours, parce que je prends plein de feedback. C'est toujours hyper difficile, mais ça m'aide d'avoir un cadre. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se justifier ou essayer de se défendre. C'est-à-dire, en fait, si la personne elle fait un feedback, même si elle se trompe sur les 3/4 de ce qu'elle dit ou sur 90% de ce qu'elle dit, si elle me le dit, c'est parce qu'elle a perçu des choses, et donc il y a forcément quelque chose à prendre. Si moi j'essaye de me justifier ou de me défendre, ça va être hyper difficile de ne pas le prendre personnellement, et au final je vais commencer à argumenter, et ce sera plus dur pour moi de voir l'opportunité de progrès qu'il y a derrière ça. Ça, c'est assez difficile. On a réussi à le lier à nos valeurs, et je pense que ça a pas mal aidé. On l'a inscrit dans nos valeurs, on a expliqué pourquoi c'était une opportunité de progrès et pourquoi il fallait voir ça quand on recevait un feedback. Et le deuxième ingrédient, c'est que, alors en fait, il est un petit peu lié, j'ai dit, il ne faut pas se défendre, se justifier, mais il ne faut pas répondre à la personne pour aller expliquer « Ah oui, mais alors attends, là il y a le contexte, là il y a tel élément, donc oui, je le prends, mais tu vois, je vais faire ça demain. » En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir. Je ne sais pas encore très bien le définir parce que on apprend encore à le faire. Mais il faut trouver une posture qui permet de voir uniquement ce qu'il y a de bon dans le feedback. Parce qu'en plus, il faut aider celui qui fait le feedback. Si vous en avez déjà fait, vous avez vu, c'est pas facile quand c'est un feedback négatif. Évidemment, quand c'est un feedback positif, c'est plus facile. Et donc, il faut aider la personne qui nous fait un feedback en lui disant « Ok, ça j'ai entendu. Bon, il y a peut-être des éléments où je ne suis pas d'accord, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je prends quelque chose. » Ça nous a beaucoup aidé. Oui, sur ce. Ouais, si je peux réagir là-dessus. Nous, c'est une règle qu'on a édictée. Le fait que quand on donne un feedback, tout est empathie en fait. Il faut que je puisse, quand je donne le feedback, me mettre à la place de la personne qui le reçoit et donc comprendre que si elle a mal fait son boulot, ça peut être qu'elle s'est pris 4 clients qui râlaient le matin même, etc. Donc si elle est un peu tendue à la réunion, c'est normal. Mais également, quand je reçois le feedback, il faut que je comprenne que celui qui me donne est là pour me faire progresser dans une culture où il y a déjà un terreau fertile. Et donc, notamment, c'est tout à fait légitime qu'un manager, par exemple, pourrisse son salarié injustement. Ce qui est important, c'est que le salarié le prenne,
déchauffe un petit peu, et puis ensuite lui disent oui mais tu n'avais pas vu que ça. Et en fait ça met souvent en exergue des problèmes de communication, des problèmes de ah mais je me suis pas rendu compte qu'en fait tu avais tel et tel sujet ou que tu bossais sur ça. Voilà. Et nous on a eu plein de cas sur le mois où on a fait un truc, c'est que chaque mois on donnait quelques tips de feedback et on essayait de les garder en tête chaque semaine. Et on s'est rendu compte que les managers, en engueulant mais en ayant un retour sur leur feedback, quelques heures ou le lendemain, et ils se rendaient compte de plein de choses sur leur N-1 et qu'il y a plein de petits cailloux dans la chaussure qui sont débloqués grâce à ça. Donc il y a vraiment cette double empathie à avoir. Quand je donne le feedback, il ne faut pas mettre les formes, mais il faut comprendre dans quel contexte est la personne. Et à la fois, quand je le reçois, sur quel élément la personne s'est basée pour me donner ce feedback. Et ça change vraiment tout. Ouais. Souvent, le sujet il est porté du coup par des personnes identifiées, donc les RH ou les fondateurs, etc. Comment tu fais pour acculturer un peu le reste de la boîte à ce sujet-là et quels outils tu leur donnes un peu pour progresser là-dessus? Concrètement, est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est d'autres choses? Il y a plein de trucs. Je crois beaucoup aux exemples. Nous, on a fait passer le feedback dans nos valeurs, donc c'est rentré tout dans le process de co-création de valeurs et puis la communication des valeurs, etc. J'aime bien le ne faites pas, mais faites plutôt. Et donc, c'est donner un exemple qui paraît évident, mais en fait où la réaction est un peu plus compliquée que ça. Et ensuite, dans le fait plutôt, donner toute la nuance. Donc, c'est par exemple, en tant que manager, si vous avez quelque chose à dire à votre salarié, n'attendez pas de vérifier toutes les hypothèses pour savoir si vous avez juste. Faites le feedback. Par contre, encouragez votre collaborateur à vous faire un retour sur le feedback, pour prendre l'exemple précédent. Donc ça, j'aime bien parce que c'est des petits exemples assez pratiques. Après, il y a tout ce qui est process et animation. Par exemple, chez nous, chez Supermood, on a fait il y a un an et demi ce qu'on appelait les Fuck You Meetings, où à la fin de chaque semaine, on était une dizaine, donc c'était assez simple. Mais on rentrait tous dans une salle et pendant une demi-heure, on se disait tout ce qu'on avait à dire et on pouvait s'envoyer des fuck you. C'était assez sympa, ça libérait la parole, il y avait beaucoup de transparence. Et le truc, la vertu que ça avait, c'est qu'il n'y avait aucun remords ou non-dit et qu'on ne pouvait pas revenir un mois après en disant mais t'as fait ça, ça m'a clairement énervé, etc. Au bout d'un moment, on a essayé d'un petit peu adoucir le truc parce que c'était parfois le pugilat où on finissait la semaine, en plus c'était vendredi soir, en se disant mais on a tous été des salauds pendant la semaine. Donc on a rajouté les love you. Pendant les love you, on pouvait dire merci, franchement, super ce que tu as fait. Sauf que les love you, c'était de la bienveillance mal placée et c'était merci Monsieur Dupont de m'avoir aidé sur ça, ou merci à cher commercial numéro 1 d'avoir rempli ton quota la semaine. Et c'est pas un merci que je dois donner, c'est son job, quoi. Donc il y a rien de ça. En fait, on banalise le merci et il a plus aucune valeur. Donc voilà, on a vachement itéré là-dessus. Au final, on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire d'un point de vue d'équipe parce qu'on n'avait pas les mêmes informations, que ça biaisait beaucoup. De boîte, mais au niveau de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque manager fait un point de 20 minutes par semaine en disant est-ce qu'il y a des gros sujets positifs ou négatifs, et on en discute. C'est moins calibré, il n'y a pas la notion hyper négative ou hyper positive du love you, fuck you. Mais voilà. Donc ce côté process, montrer l'exemple et itérer avec les gens, ça leur montre aussi que nous, en tant que fondateurs, par exemple, en tant que DRH, on n'a pas un savoir absolu et qu'on apprend. Mais on a en tout cas cette volonté, ce why de le feedback c'est important, tous ensemble on va essayer de s'améliorer. Pierre, vous c'était un sujet à nouveau chez vous et je crois que vous avez fixé une certaine cadence pour les feedbacks pour que tout le monde prenne un peu le sujet en main. Ouais, dans le contexte où nous on s'est dit on a 2 mois pour devenir très bon et puis on fera le bilan dans 2 mois, on a eu une approche qui a des défauts qu'on connaissait, mais qu'on a assumé, qui était de se dire on va avoir une approche quantitative et donc chaque personne va devoir faire 3 feedbacks. Elle jauge s'ils sont positifs, négatifs, si c'est mixte, mais 3 par semaine. On a fait ça parce qu'en fait on partait tellement de loin qu'on s'est dit il faut qu'on force un petit peu la machine. Évidemment, c'est un gros inconvénient, c'est que si à la fin de la semaine tu n'as pas grand chose à dire parce que pour X raison tu n'étais pas trop là, tu as moins bossé avec les gens, tu vas trouver un petit peu des trucs à dire. Mais nous on avait cet enjeu de au moins on crée des moments où les personnes en one-to-one, parce que nous c'est la majorité des feedbacks qui se font en one-to-one, c'est aussi dans nos règles, ils vont se créer ce temps-là et il faut qu'on force un petit peu l'habitude. C'est comme ça qu'on va acculturer.
Et donc, pour mesurer ça, après, on faisait le bilan en fin de semaine. Les managers demandaient alors, est-ce que tu as fait tes 3 feedbacks ou pas? Et tout le monde ne les avait pas fait. Il y en a eu qui étaient un tout petit peu forcés, mais c'est comme ça qu'on a lancé la machine. Et après, en réunion d'équipe le lundi, on demandait à l'équipe, donc toute l'équipe, OK, vu qu'en ce moment on fait des feedbacks, vu que tout le monde en fait 3, tout le monde a dû en recevoir plein, est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Donc là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se manifestaient parce que c'était encore un sujet trop neuf, mais le but, donc j'aurais bien aimé que ça marche. Notre objectif là-dedans, il n'y a eu que 3 ou 4 personnes qui ont réagi sur les quelques réunions où on a fait ça, c'était que les gens disent, un petit peu comme nous, ouais, en fait j'en ai fait un, c'était hyper dur. Le fait de le préparer, mais en fait ça m'a pris une demi-heure. Moi je ne pensais pas qu'un feedback, il fallait que je le prépare à ce point-là. Ou là ça m'a fait du bien, j'ai eu un super cadre. Et en plus quand j'ai fait le feedback positif, j'ai vraiment aidé la personne à progresser parce qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait fait de bien. Donc on a essayé de forcer un petit peu le partage de pratiques, mais ce n'était pas naturel. On allait un petit peu trop vite là-dessus en fait. Je pense que ça reste une bonne pratique, mais il faut l'adapter à votre contexte, au timing. Ouais, vous aviez une volonté d'aller vite, et c'est aussi pour ça que... Ouais, c'est pour ça qu'on a essayé ce quota-là, et il a sauté assez rapidement. Après, on s'est dit, c'est bon, maintenant, c'est devenu presque une routine chez les gens, et il faut absolument arrêter le quantitatif qui est absurde. Le mot quantitatif m'a fait me rappeler un truc. Donc chez Supermood, une occasion de placer Supermood en plus. En gros, on quantifie plein de trucs sur tout ce qui est bien-être, etc. Notamment le feedback. Le truc qui est assez important, c'est quand vous lancez ce programme, comme je l'ai dit, de mesurer régulièrement, est-ce que ça fait avancer quelque chose et sur quelle dimension? Fréquence, qualité, etc. Et donc vous pouvez le faire avec n'importe quel questionnaire en ligne, pas besoin de Supermood. Nous, on avait fait un espèce de 360 par personne, où chaque semaine, on notait à peu près 3-4 items de feedback par personne. C'était anonyme. Et en fait, ça vous donne une valeur quantitative hyper objectivée, et ça vous donne vos forces et vos faiblesses. Et donc, pour prendre mon exemple, les gens étaient hyper contents du feedback que je leur donnais, qui était souvent assez construit, assez bienveillant, etc. Sauf que j'avais une item qui était à 1 sur 5, c'était la disponibilité pour donner du feedback. Et donc en tant que CEO, je cours partout, etc. Et les gens n'osaient absolument pas me demander un feedback parce qu'ils pensaient me déranger et que j'avais bien mieux à faire. Alors qu'au contraire, en tant que CEO, c'est clairement me faire gagner du temps de me demander, là j'ai besoin de ton avis sur le boulot que j'ai fait, et puis voilà. Et donc en gros, malgré, je pouvais avoir des 5 sur 5 partout, si en fait personne ne me sollicitait, ça servait absolument à rien. Donc en objectivant un petit peu avec de la donnée, j'ai pu me rendre compte que fallait que je travaille vraiment cette disponibilité. Et ça passe par, j'ai fait des office hours où je restais 1 ou 2 heures à mon bureau chaque vendredi, où les gens pouvaient passer, juste me demander n'importe quoi. J'ai été plus réactif sur les emails, voilà. Donc ce côté quanti, je trouve qu'il est assez important pour comprendre d'où on part et où on va, et est-ce qu'il y a des sujets très précis. Voilà. Et vous tapez template question feedback sur Google, je pense que vous avez plein de liens sur toutes les dimensions à traiter, la qualité, la fréquence, etc. C'est hyper important de traiter le feedback comme une somme avec plein de facettes, c'est multidimensionnel, qu'un gros sujet qui est le feedback. On va passer à la forme, très concrètement, de comment on peut faire un feedback et comment on peut en recevoir. Je sais que vous n'aimez pas trop les questions style comment on fait un bon feedback, parce que ça dépend vraiment de la boîte dans laquelle tu te trouves. Kevin, est-ce que tu as des ingrédients pour un feedback négatif réussi? Parce que c'est souvent ce qui pose problème, des choses qu'il faut préparer, des choses qu'il faut absolument adresser pour faire un feedback négatif qui n'en soit pas tant un. Comprendre sur quoi on fait le feedback. En psycho, vous avez ce qu'on appelle donc feedback positif-négatif, c'est assez évident, et vous avez le conditionnel et l'inconditionnel. Un feedback inconditionnel, c'est un feedback sur ce qu'est la personne en elle-même. Par exemple, Kevin, tu es super souriant, magnifique et une super coupe de cheveux, ça c'est conditionnel à moi. C'est inconditionnel, pardon. Et le conditionnel, c'est en condition de ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai fait une présentation PowerPoint très jolie. Ça, c'est conditionnel et n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Alors que n'importe qui d'autre ne peut pas être aussi bien coiffé que moi. Mais donc, c'est important déjà de différencier, est-ce que c'est sur une tâche ou est-ce que c'est sur la personne? Et pareil pour le positif. Le positif inconditionnel, c'est déjà plus sympa. Mais donc, quand vous donnez ce feedback, il faut que ça soit très précis. Et comme disait Pierre, un bon feedback, c'est quelque chose qui est généralement indépendant globalement de la personne, mais plus du contexte de la tâche et où on donne une solution pour progresser.
Et comment faire un bon feedback? Un truc à éviter qui est hyper classique, c'est ce qu'on appelle le shit sandwich, qui est, alors, par exemple, t'as pas fait tes devoirs, ok, je vais te faire un super compliment, t'es vraiment sympa, t'es souriant, etc. Là, je balance ce qu'on appelle le shit, entre deux feedbacks positifs, t'as pas fait tes devoirs, et après, mais tu sais, c'est pas grave, parce que t'as quand même un humour hyper galvaudé, et c'est top. Ça, en fait, quand vous donnez plein de feedbacks qui sont positifs, négatifs, etc., c'est hyper compliqué pour la personne de prendre la substantifique moelle de ce qu'on a voulu lui dire et de progresser dessus. Donc pour moi, il faut être toujours très binaire, quasiment, et faire soit un feedback 100% négatif, soit un feedback 100% positif. Et vous pouvez, si vous avez vraiment un positif et un négatif à faire, mettre 30 secondes entre les deux ou faire un par email en vrai ou une heure après, ce genre de choses. Mais mixer les feedbacks positifs et négatifs, c'est toujours quelque chose de hyper délicat et la personne va avoir du mal en fait à prendre ce que vous voulez lui faire passer. Tu disais, je te reprends juste, tu disais par mail ou en vrai, un feedback négatif par mail, c'est un peu dangereux, non? C'est dangereux, mais parfois il n'y a pas le choix, entre guillemets, quand on travaille en remote, quand on est un CEO qu'on court partout, par exemple. Il faut faire attention à vachement de choses, essayer d'être le plus factuel possible et être assez ferme. C'est-à-dire que c'est pas je pense que ta présentation laisse à penser qu'elle est pourrie. C'est ta presse est pourrie. C'est plus simple, c'est plus clair. Et puis si la personne veut me répondre, pourquoi pas. Tout ce qui est ponctuation, il faut faire attention. On n'écrit pas en majuscule. Un truc qui est terrible. Ta presse est pourrie, lettre capitale, c'est un peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Le pire que la majuscule, je trouve, c'est les 3 petits points. Dans les 3 petits points, vous mettez tout. Et ça, pour travailler avec beaucoup de grands groupes, on le retrouve beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Mais le 3 petits points, en fait, donne un côté négatif à tout. C'est salut, 3 petits points. C'était très bien, 3 petits points. Voilà. Donc en fait, il y a un côté hyper ironique, négatif. Donc mettez jamais 3 petits points dans vos mails. Bannissez le 3 petits points. Et après, je pense qu'il faut tourner cette fois son clavier avant d'appuyer sur Entrée, si vous êtes sur du Slack, sur des emails, etc., et faire une relecture à froid. Voir le meilleur truc, si vous n'avez pas besoin de donner un feedback immédiatement, c'est vous le relisez le lendemain ou 2 heures après quand vous avez un peu déconnecté. C'est des trucs vraiment tout bêtes, mais ça change la vie. Pierre, je crois qu'il y a aussi un point assez important, c'est qu'il faut toutes les populations de métiers ne réagissent pas de la même manière. Il faut aussi faire attention à ça, je pense, sur si tu t'adresses à des sales ou si tu t'adresses à des techs, a priori, tu ne vas pas forcément faire le même type de feedback, ou en tout cas prendre ça en compte. Ouais, il y a forcément un sujet. En fait, le prisme de se dire on fait le feedback à l'oral permet d'obliger, parce qu'il y a plein de populations, typiquement la population tech a beaucoup plus une culture de l'écrit dans les boîtes, dans la nôtre, même si on a une culture de l'écrit, les techs c'est ça. Le fait de contraindre de le faire à l'oral permet de montrer les émotions qu'on a et le contexte dans lequel on est. Chez nous, je pense que 80-90% des feedbacks en one-to-one, quand ils sont négatifs, se font à l'oral, mais il y en a quand même 10 ou 20% pour X raisons qui sont à l'écrit. Il y a une raison importante à laquelle on ne pense pas souvent, au-delà des contraintes, de la distance ou autre, c'est des fois le feedback, c'est sur un sujet super long. Moi, typiquement, des fois, je suis obligé de détailler par écrit parce que je sais que émotionnellement, je ne vais pas être capable de faire un feedback qui va durer 10 minutes, où je vais dire, et donc là, il y avait ça, donc là, il y avait ça, j'en déduis ça, et ce ne serait pas utile pour la personne. J'ai besoin qu'elle comprenne la totalité de ce que je fais. Donc, je donne mon exemple perso, mais on est plusieurs à faire ça dans la boîte. Donc je lui envoie d'abord par écrit. Même quand je lui envoie par écrit, je finis toujours par après on en reparle, là je te le donne, mais le but c'est que je puisse te réexpliquer ça. Et quand on donne le contexte, une base et après on l'adapte, mais pas qu'au métier, parce qu'en fait c'est très dur. Même dans les sales, il y a plein de personnalités différentes. Même dans les tech, il y en a qui préfèrent largement, qui ne sont pas culture de l'écrit. Donc c'est très dur d'avoir. Il y a des tendances, mais moi je me fais toujours avoir par ces jugements-là. Donc le fait de faire à l'oral, c'est la seule manière que j'ai d'adapter à la personne. Et puis surtout qu'elle voit, je vais vous donner l'exemple de dernier feedback que j'ai donné, c'était vendredi, j'ai dû le faire par écrit parce que c'était un sujet assez complexe, il fallait que je détaille plein d'éléments, que je recontextualise, et je lui ai dit, là t'es en télétravail, on en reparle lundi. Quand je l'ai reformulé, la première chose que m'a dit la personne, c'est, t'avais beau mettre les formes, par écrit c'était quand même un petit peu difficile, et là, en fait, ça n'a rien à voir, je comprends
complètement là, pourquoi tu étais déçu sur tel sujet, pourquoi tu n'as pas compris tel truc, alors que pour moi c'était évident. Donc j'ai pu réadapter un petit peu, ce qui fait que même quand on le fait par écrit, il faut forcément le doubler de l'oral. Sinon c'est hyper tentant, hyper facile de dire j'ai fait ça, la personne elle a qu'à bien prendre son feedback. Enfin, quand on est énervé, c'est l'un des premiers trucs qu'on est tenté de faire. Et donc si on ne pose pas un cadre qui empêche de cette tentation, surtout selon les boîtes desquelles viennent les personnes, on ne réussit pas. Le deuxième prisme qui aide beaucoup à faire ça, nous on a choisi un prisme qui vient du bouquin Radical Candor, qui est aussi un podcast dont un épisode est dédié au feedback, hyper intéressant. En résumé, Radical Candor, leur baseline c'est care personally but challenge directly. En gros, ils ont observé les organisations, et souvent dans les organisations, c'est soit on est super bienveillant, soit on est super exigeant. Et ils ont dit, mais ça n'a pas de sens, il y a plein d'organisations dans lesquelles il faudrait les deux. Et donc, comment on fait quand on veut être et très bienveillant et très exigeant? Donc, nous, on l'a repris avec nos valeurs, et c'est un super cadre pour répondre à ta question. Nous, on a une valeur qui est take care, on prend soin de soi et des autres. Les feedbacks, il faut qu'ils soient take care. Je le fais pour t'apporter une opportunité de progrès. Et accessoirement, je vais te proposer mon aide. C'est-à-dire, je ne vais pas te faire le feedback et puis te dire bon courage maintenant. Même si ce n'est pas ma spécialité, je vais te proposer mon aide. Même si tu ne la solliciteras pas, ça montrera que mon but, c'est de t'aider. Et challenge directly, nous, c'est notre valeur qui est liée à l'excellence, qui s'appelle No What Said It Be Easy. Personne n'a dit que ce serait facile. C'est comme ça qu'on ramène notre niveau d'exigence sur la qualité. Et c'est aussi là-dedans qu'on a décrit le feedback. Le but du feedback, c'est aussi d'être exigeant envers la personne. Et c'est normal, c'est ce qu'on a dit ensemble qu'on serait. Tout le monde a adhéré aux valeurs en venant dans l'entreprise. Donc on a un petit peu désacralisé le fait d'être exigeant, parce que souvent c'est le premier truc qu'on reproche quand on nous fait un feedback, c'est « Ah ouais, là, c'est quand même dur ce que tu me dis ou ce que tu me demandes. » ou « Ouais, mais c'est notre prisme à nous. » Donc c'est pas forcément transposable dans d'autres boîtes, mais selon votre rapport à la qualité, ce que vous avez défini dans vos valeurs, nous c'est comme ça qu'on le traite, et ça... C'est pas parfait, je pense, mais ça marche assez bien. Je reviens sur une dimension que Kevin t'a évoquée tout à l'heure, je crois, c'est l'écoute. Pour savoir faire des bons feedbacks, il faut aussi savoir les entendre. C'est quoi une bonne posture d'écoute, et comment tu fais aussi pour un peu mettre en action ce qu'on t'a dit, savoir écouter un feedback et du coup le traduire par une action concrète ou, Compliqué comme question. Ça dépend du feedback qu'on me fait. Dans le cas d'un feedback négatif, par exemple, où il y a J'en ai jamais. Je plaisante. Je pense reformuler, c'est hyper important, et l'écrit, il a une vraie vertu, parce que ça aligne les gens, et reformuler la prise du feedback, ça permet de voir si on a capté toutes les nuances ou si finalement pas du tout. On en parlera quels impacts ça a en termes de management, en termes de recrutement, etc., je pense. Mais il y a des mécompréhensions qui peuvent durer des mois entiers sur des petits quiproquos au début, etc. Et le fait de toujours reformuler, est-ce que ce que tu me reproches est ça, ça, ça? Alors, il ne faut pas devenir un robot et être trop à l'américaine, mais c'est important parce que ça permet de tout de suite capter les subtilités qui sont hyper importantes pour l'autre et pas pour nous du tout. Donc typiquement, vous mettez un dev et un sales dans une même pièce et vous leur demandez est-ce qu'ils ont compris la même chose d'un même événement. Généralement, il y a des analyses qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est le premier truc, je reformule. Et deuxièmement, le petit point d'étape pour voir si ça a avancé dans une heure, un jour, un mois, c'est toujours sympa. Et ça prend souvent vraiment 30 secondes. Donc c'est sur un calendrier, je mets un meeting de 5 minutes qui me fera juste penser à moi et à la personne qui m'a donné le feedback 2 semaines après. Est-ce que tu penses que j'ai progressé? Est-ce que ça a été pris en compte, etc. Et puis oui, non, pourquoi, et puis voilà. Donc ça, je le fais beaucoup et je me l'impose surtout en tant que CEO. C'est un truc, je trouve, qui est hyper important, de montrer aux équipes que tout feedback est bon à prendre. Voilà. Après, il y a aussi ce droit de retour qui est important, et dire, dans ton feedback, je prends telle partie, mais je ne prends pas telle et telle partie. Et c'est important de dire que je prends quelque chose. Typiquement, il suffit que vous me fassiez sur un feedback en 10 points. S'il y en a 9 qui sont pertinents et il y en a un que je trouve profondément injuste, je vais avoir tendance naturellement à me dire « mais il est horrible ce feedback, il n'a rien compris, il n'a pas compris que ça fait 4 jours que je ne dors pas, etc. » Alors qu'en fait, tous les autres sont justifiés. Donc toujours en reformulant, se dire « ça, je le prends et c'est important pour moi, donc je vais le traiter. » Ça, par contre, franchement, c'est pas important pour moi.
ou je pense que c'est pas justifié ou machin, donc je vais pas le traiter. Et faire cette distinction, c'est important parce que peut-être que l'autre personne, lui, il estimait que c'était là qu'était le bon feedback, enfin le plus important, alors que c'était là. Voilà. Donc tout est alignement, tout est essayer de faire un feedback sur le feedback à chaque fois. Pour compléter là-dessus, tout à l'heure, moi je disais, nous, dans les règles, c'est tu ne dois pas te justifier ou te défendre, ou tu dois réagir au minimum, ce qui était assez important vu le stade duquel on démarrait. Cette étape-là, en fait, elle est aussi importante, sauf que nous, je pense dans la majorité des cas, elle ne se passe pas au moment du feedback. C'est-à-dire que la personne, sur le coup, elle prend, et c'est soit quand on a mis un point, on en reparle dans une semaine, soit dans les prochains échanges. Si on est manager et que c'est avec la personne qu'on voit la semaine suivante, c'est là qu'elle va revenir. Bon, voilà ce que j'ai fait par rapport à ce que tu m'as dit, et ça, en vrai, c'était injuste. Ou... Avec un petit peu de recul, il n'y a vraiment aucun souci, voire c'est indispensable. C'est pour ça que j'y pensais en te l'entendant dire. Notre choix, sans dire qu'il est transposable partout, c'est qu'il ne faut pas que ce soit sur le coup, parce que sinon, ça va être néfaste, un petit peu comme le shit sandwich. On va mélanger trop de choses, et il faut que la personne elle prenne le temps de digérer, de voir qu'est-ce qu'elle va prendre ou pas. Et sauf si vous avez des super-héros dans votre entreprise, savoir qu'est-ce qu'il faut prendre quand on nous fait un feedback, vu l'impact que ça a émotionnel sur soi, le savoir en temps réel, c'est quasi impossible. Donc on est parti de cette hypothèse pour détacher ces temps-là. Hyper important. Est-ce que dans vos boîtes où du coup la culture du feedback est assez présente, est-ce que l'idée c'est de remplacer un peu l'entretien annuel, ou est-ce qu'il a toujours sa place même dans ces cultures-là ? Alors non, au contraire. Alors déjà pour préciser, nous c'est pas hyper encore quotidien le feedback. Donc ça c'était il y a 1 an, on a fait nos 2 mois, on considérait que c'était devenu presque une routine, mais c'est plus une priorité, donc on y fait juste un petit peu moins attention. Mais on a encore plein de boulot à faire là-dessus. Par contre, ça a changé plein de choses par rapport à nos entretiens annuels. Donc nous, c'est tous les 6 mois, on appelle ça les revues de performance. Et ce qui se passait avant, c'est que quand on arrivait dans ces fameux moments, comme tu le décrivais un petit peu tout à l'heure, et ce pourquoi des grosses boîtes interdisent les entretiens annuels, j'ai plus les noms, mais il y a pas mal de grosses boîtes qui les interdisent. Qui les abandonnent, effectivement. Nous, en fait, ça change tout. Vu que tu as déjà fait des feedbacks au quotidien sur ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, tu l'as aussi fait en tant que manager. Donc, quand tu vas voir ton collaborateur en entretien, tu peux revenir sur des sujets avec beaucoup plus de recul, prendre une somme de feedback sur tel ou tel point et dire, voilà, là, il y a un vrai axe d'amélioration. Ou au contraire, il y a un sujet, là, tu as vraiment réussi. C'était un sujet dont on parlait il y a 6 mois, on n'en parle plus. Plutôt que d'avoir gardé tous les sujets qui n'allaient pas, ce qui est la pratique... souvent dans les boîtes qui font ça qu'1 fois par an. Et donc nous, ça a changé le contenu et l'état émotionnel qu'il y a dans les revues de performance. Sans dire que c'est parfait, encore une fois, ça a vraiment permis d'aller plus loin dans ces moments de revue de performance, parce que la personne, elle ne se dit pas « Ok, alors c'est là que je vais avoir un feedback pour le projet il y a 2 mois que j'ai raté ». Enfin, ça diminue le stress du collaborateur et du manager, qui lui a déjà dit plein de choses. Donc là, il va juste pouvoir reformuler, dire « Tiens, ça, on en avait parlé il y a 2 mois, tu n'es toujours pas au niveau ». En fait, ça dédramatise, ça enlève quelques émotions de pas mal de sujets, et donc de ma perception en tout cas, mais avec Supermood, on a aussi sondé ces sujets, ça a beaucoup aidé dans les revues de performance à ce que en fait, la revue de performance aussi soit une opportunité de progrès, et on parle de comment on fait en fonction d'un constat sur lequel on est d'accord. Ça permet d'aller plus loin et de se dégager de pas mal de sujets du quotidien que tu as déjà abordés en faisant des feedbacks réguliers. Oui, ça enlève juste l'un des stress. Enfin, si on regarde dans les boîtes qui notamment ont abandonné ça, c'est parce que c'est une source de stress, de risques psychosociaux. Si vous regardez la jurisprudence de la Cour de cassation sur tous les problèmes d'accidents et de maladies professionnelles, il y en a plein, les points de départ, ce sont les entretiens annuels. Enfin, c'est un cauchemar dans les boîtes. Nous, on le résout comme ça, à supposer que c'était un cauchemar avant, je pense pas. Mais je pense que c'est un bon ingrédient. Tu as quelque chose à rajouter ? Pas grand-chose d'intelligent à rajouter. Juste un témoignage sur ce qu'on voit chez Supermood, plus dans des grandes boîtes. On mesure le niveau d'engagement global et on le contextualise en fonction des événements. Et un des événements, c'est les entretiens annuels. Et on a pas mal d'entreprises où vous voyez l'engagement qui fait ça, en gros. Et puis là, entretien annuel avec une augmentation de salaire, généralement c'est corrélé, de 5%, plus grosse augmentation depuis 5 ans. Et là, vous voyez le niveau d'engagement qui fait comme ça.
Et en fait, pour l'instant, il faudrait que j'aille un peu plus loin dans les datas, mais de tous les comptes que je suis, il n'y en a pas des dizaines, je crois qu'il n'y a aucun compte où l'engagement augmente statistiquement après les enquêtes annuelles. Et vous avez. Ils n'ont pas eu assez de pourcentage d'augmentation ou c'est... Non, parce que en fait, l'engagement n'est pas lié que à l'augmentation et salaire, ça c'est juste une récompense, mais il faut que la récompense elle soit équitable, justifiée, etc. Et donc c'est aujourd'hui vécu vraiment comme le coup près où on me dit good boy ou bad boy une fois par an. Et bien sûr, quand un an, on va avoir plein de trucs à me reprocher. Mais comme disait Pierre, ça peut être le truc du projet que j'ai fait il y a 6 mois, etc. Par contre, pour faire l'avocat du diable, c'est important d'avoir des moments ritualisés où on parle de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter d'un feedback continu et chaque semaine faire une perf review, par exemple. Ouais. Il faut un rythme régulier, 2, 3, 4 mois, en parler, ou 6 mois, et avoir un échange. Voilà. Déjà même, je sais que c'est pas le plus important, mais le sujet du salaire, tu l'abordes en général à ces moments-là, ça serait un peu bizarre de... Enfin, ça peut, hein, mais c'est plus institutionnalisé de le faire pendant les moments d'entretien annuel ou d'entretien tous les 6 mois. Quoi. Il y a du feedback court terme, du feedback long terme. Je ne vais pas toutes les semaines rappeler à un salarié écoute, si tu veux passer au niveau de-dessus, il va te falloir. Voilà. Non, c'est un truc, c'est sur le long terme, les 2 mois. Est-ce qu'il y en a qui utilisent dans la salle les OKR? Ah oui, quand même. Pas mal. Levez plus haut, s'il vous plaît. Il fait froid en plus, vous chauffez. Cool. Ok, intéressant. Les OKR, c'est un système très très structuré de mise d'objectifs et en fait, ça rythme la vie de l'entreprise et je trouve que c'est un bon moment pour maximiser le feedback. C'est quand vous faites une review des OKR et des objectifs de l'entreprise. C'est un truc qui est très structuré, très logique et ça permet de faire un feedback et sur la perf et sur la stratégie personnelle de comment on a choisi ces OKR, comment on a choisi de les attaquer, etc. Nous, on fait ça chez Supermode et ça marche vachement bien. Partie donc plus sur l'impact que le feedback a pu avoir dans vos boîtes respectives. Kevin, en quoi le feedback chez toi, c'est un vrai outil d'engagement, voire de rétention des collaborateurs, si ça l'est? Déjà, on est une boîte qui fait du feedback pour... on a créé une boîte sur le feedback avec Supermode, donc c'est forcément ultra central et important. L'exemple que j'ai pris avec la collaboratrice qui est partie, je pense que c'est hyper important et c'est un bon exemple. Le fait qu'il y a un moment où si on accumule des remords, des non-dits ou des incompréhensions, ça explose tout le temps. Et depuis qu'on a instauré ça, qu'on a cet exemple, j'ai plus aucune surprise en termes d'engagement chez Supermode. Et c'est vraiment incroyable. La corollaire de ça, c'est qu'il faut prendre souvent le pouls. C'est-à-dire que dès qu'on fait un événement qui est important, on annonce une stratégie, etc., on fait soit un petit sondage, soit on demande à tout le monde de donner son sentiment sur la nouvelle stratégie qui a été donnée, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau, je pense, de maturité où spontanément, les gens vont donner du feedback qui est bienveillant, qui est transparent. On ne se dit pas encore ta présentation, elle est nulle. On met un peu plus les formes, mais on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle la renew empathy dans Radical Candor, qui est dire non, elle est très bien. Et puis après, je la modifie en douce derrière toi. Voilà. Donc je pense que ça nous a mis bien 1 an à arriver à ça sur une équipe de 15-20 personnes. Donc c'est un boulot, vous imaginez même pas dans des grands groupes de 10 000 personnes, on a d'autres process, mais c'est hyper long. L'impact RH, il est très fort et on a essayé de le placer partout, notamment dans le recrutement, où on fait un feedback détaillé à tous les candidats sur pourquoi ils ont été acceptés chez Supermood ou ils ont été refusés. Et on est très transparent, c'est qu'on dit directement à n'importe quel candidat, si vous n'arrivez pas à tel step, on ne pourra pas faire de feedback parce que là, vous êtes 300 à postuler et on n'a pas de RH, donc on n'aura pas le temps. Donc on met les règles du jeu directement, mais on dit par contre, si vous passez au 2e step, qui est la 2e interview, vous aurez un bilan complet à la fin de l'interview. Ça marche beaucoup auprès des candidats refusés qui recommandent à leurs amis de postuler chez nous et qui disent au pire, tu auras un super feedback assez objectif d'un employeur sur ce que tu es. Et on fait pareil à l'entrée, c'est-à-dire que quand quelqu'un est accepté, on fait le bilan, alors peut-être pas le premier jour, mais dans la première semaine, sur voilà toutes les notes qu'on a prises sur ton process de recrutement, voilà les trucs sur lesquels on a un doute, voilà les trucs sur lesquels
on trouve que tu es top. Voilà les trucs où franchement tu n'es pas bon et soit c'est pas grave parce qu'on va recruter quelqu'un d'autre qui va être complémentaire, soit il va falloir que tu progresses. Voilà. Et au moins, en fait, dès le début, ça a planifié les choses, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout est clair, en fait, quoi. Tout est clair, voilà. Et même, je pense, une période d'essai qui n'est pas renouvelée ou qui, au bout de 2 mois, quelqu'un part, il saura exactement pourquoi et il n'y a pas de non-dit. Voilà. Dans ce que tu dis, du coup, le feedback est particulièrement aussi important lors de la période d'essai pour que tout le monde soit OK sur les attentes. C'est ça. Et en fait, quand on parle de tous les autres sujets d'engagement, la reconnaissance, je sais pas, l'évolution, que ce soit intellectuelle ou hiérarchique, ce genre de choses, si la personne sait où elle en est, où elle peut aller, et ce qu'elle pense des autres, bah, elle va faire son maximum. Et donc, nous, on avait un sujet qui était je le caricature un peu. En plus, je suis sûr que tous les mooders vont regarder cette vidéo après. Mais le fait qu'à 25 ans, je postule chez Supermood, je fais 6 mois de commercial et je veux devenir Head of Sales. Ou je veux devenir VP Sales, etc. Alors que franchement, j'ai 6 mois de sales dans les pattes. En fait, avec un feedback régulier, aujourd'hui, le sales chez Supermood, c'est exactement où il en est, qu'est-ce qui lui manque, est-ce qu'il lui manque une vision stratégique, il veut manager. On pose toujours la question, pourquoi tu veux manager? Et selon la réponse, on lui dit, ok, alors le management, c'est pas donner des ordres, je sais pas quoi, c'est beaucoup d'empathie, c'est super dur, machin, mais c'est hyper fort. Donc, si c'est vraiment ça t'intéresse, pendant 6 mois, on se met des jalons et on essaye de te faire progresser là-dessus. Voilà. Et donc, c'est juste, c'est con, on utilise un mot qui s'appelle le feedback, mais c'est juste dialoguer, parler avec le plus de transparence possible et avec quelques règles qui font que qui qu'on est en face, il y a une compréhension mutuelle, quoi. Pierre, de ton côté, qu'est-ce que ça a changé un peu toutes ces nouvelles choses dans la culture d'entreprise de Youno? Alors ça, c'est hyper important parce que si vous cherchez à développer une culture du feedback dans votre équipe, dans votre entreprise, en fait, c'est des éléments motivants. Moi, je ne les avais pas trop au début. On avait notre fameux pourquoi, mais je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Je vais essayer de faire vite. Je pense qu'il y en a 5. Le premier, c'est que moi, je suis RH et je suis manager. Et sur ces 2 casquettes-là, j'ai des feedbacks. Et moi aussi, ça m'aide vachement à progresser. Il y a des trucs qu'on ne me disait jamais avant. Et je me plantais royalement dans des presse, dans des prises de parole sur certains sujets. Et les gens ne me faisaient pas des feedbacks. J'étais associé de la boîte ou j'étais manager. Là, les gens, c'est bon, ça a désacralisé le truc. Et il y a plein de choses que j'ai appris. Ils osent maintenant. Ouais, ça a vraiment désacralisé les choses. Donc ça, c'est le premier point super à titre personnel dans votre motivation à bosser là-dessus. C'est que demain, les gens vont vous aider plus facilement, alors qu'aujourd'hui, pour X raisons, ils peuvent avoir peur ou pas oser ou se dire ça se fait pas. Le deuxième sujet, on en a parlé tout à l'heure, c'est les entretiens annuels. Donc nous, c'est semestriel, mais ça a changé les choses. Sur les départs aussi, sur les périodes d'essai ou les séparations de collaborateurs, en fait, nous, on avait les clichés des sujets où, quand il y avait une séparation, peu importe que de l'initiative, si elle venait du manager ou du collaborateur, c'était une surprise et on ne comprenait pas. Et la personne, quand on proposait une rupture conventionnelle, ça se passait hyper mal parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi du jour au lendemain on faisait ça. Et c'était notre faute parce qu'il y avait plein de trucs qu'on ne lui avait pas dit. Et aujourd'hui, dans plein de situations, pas dans toutes, en fait, ça se passe assez bien parce que à chaque fois, quand on a fait les feedbacks, on a dit c'est ça l'objectif, là t'en es là et donc ça va pas, donc ça a changé notre manière de manager, comme tu le dis, c'est même plus forcément des feedbacks, mais ça a créé des habitudes de dialogue sur des sujets qu'on n'osait pas aborder parce qu'on voulait être bienveillant pour différents sujets, et on a des départs des 2 initiatives, que ce soit du collaborateur, du manager, qui se passent bien, mais c'est impossible que ces situations étaient les mêmes il y a un petit peu plus d'1 an, même avec des gens avec qui on s'entendait super bien, on crée la frustration. Donc ça a énormément de valeur. Surtout si vous êtes dans une start-up, il y a rapidement du turnover selon votre rythme de croissance et ça coûte cher quand il y a du turnover. Si ça se passe mal, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Mais avant tout, en fait, c'est globalement dans vos valeurs, vous avez probablement tous une valeur liée à l'humain. Et nous, on ne pouvait pas dire qu'on était take care quand on se séparait de quelqu'un et que ça se passait mal. C'était pas possible. Et on ne peut pas le dire à leur place. Il faut que ce soit les personnes qui partent qui disent ouais, en vrai, ça s'est bien passé, ils ont été fine, je devais faire ça, j'ai pas été au niveau, je l'ai pas pris personnellement. Ça, c'est le cas parfait, mais on a des cas qui tendent vers ça. Et je pense qu'on les aurait pas eu avant. Un autre élément, c'est sur l'ambiance globale. C'est-à-dire c'est normal de faire des feedbacks. Et donc, les gens demandent des feedbacks.
Ça serait jamais arrivé avant. L'exemple le plus simple, c'est il y a une prise de parole devant tout le monde. L'un des premiers ou derniers trucs que dit la personne, c'est j'aimerais, donc elle s'adresse à tout le monde ou après sur Slack, que vous puissiez me faire des feedbacks là-dessus. Ça, pareil, avant, c'était pas dans notre culture. Le fait qu'on l'ait eu dans notre culture fait que les personnes osent demander collectivement des feedbacks et savent que ça va être bienveillant et que ça va les aider. Avant, on n'avait jamais ça, puis c'est venu du jour au lendemain. Et là, on s'est dit, c'est cool, on a un petit ingrédient comme quoi on a franchi une petite étape de plus. Je pense qu'il nous en reste encore plein, mais et le 5e, j'ai oublié. Donc, je peux rajouter le 5e, si tu veux, parce qu'il y a un impact en interne, mais aussi en externe. C'est assez marrant. Donc, il y a la marque employeur dont j'ai parlé, mais même avec nos clients, que ce soit en commercial ou après. On se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure que l'habitude du feedback prend en interne, on la prend aussi avec les clients. Et donc, en tant que commerciaux, par exemple, on comprend vachement mieux ce que veut le client avant de le signer. Et donc, ça évite plein de quiproquos, de lui vendre un truc dont il n'a pas besoin ou de lui sous-vendre un truc. Et pareil, dans le customer support, de comprendre pourquoi ça ne marche pas, etc. Et donc, vous avez plein de petites règles du feedback en interne qui peuvent s'appliquer aux clients. Et typiquement, différencier contexte et ce qui s'est passé, hyper important. Voilà. Et vous pouvez tester un truc de sollicitation du feedback. Vous commencez n'importe quelle phrase par comment je peux et vous demandez de l'aide à quelqu'un. Et c'est comment je peux faire au mieux ma présentation, comment je peux... On me demande par exemple une réduction de prix, je fais d'accord, mais comment je peux faire pour vous enlever 20% alors que je ne le fais pas à d'autres clients. Et là, vous voyez la personne qui argumente, etc. Et en fait, souvent, ça amène la personne à s'ouvrir et à lui dire ce qu'elle a sur le cœur ou tous les trucs cachés qu'on n'avait pas captés, les enjeux personnels, les enjeux de contexte, etc. Et ça permet de régler plein de situations. Donc, avec un peu, après 40 minutes à parler, je réalise que même sur le service qu'on offre, il y a eu un impact qui est très fort du feedback. Ouais. J'ai une dernière question, c'est celle des coûts. Qu'est-ce que ça coûte en termes de temps et d'argent de mettre en place un tel programme ? Ça dépend du nombre, ça dépend d'où vous partez, ça dépend. C'est très contextuel. Dans une petite boîte, du coup, pour dans une petite boîte, qu'on a évoqué aujourd'hui. Ça demande beaucoup de motivation et c'est tout. Il n'y a pas de coût particulier à part un coût en temps. Je ne suis pas le genre de CEO financier qui chiffre 100% de ce qu'on fait. Mais je pense que c'est inchiffrable, tout comme on avait parlé, mais comme dans un couple. Je passe parler dans un couple, c'est inchiffrable. Voilà, c'est pareil dans une boîte, c'est pareil partout. Donc, je pense que il y a surtout un coût à ne pas le faire. À avoir une mauvaise culture du feedback, pas de feedback, etc. C'est un coût qui explose de temps en temps. Si on veut le chiffrer avec un vrai ROI, vous prenez les départs, vous avez des départs qui se passent super mal par manque de compréhension, et alors là c'est gros package, prud'homme, menace, machin, plus perte de productivité sur toutes les équipes, et quand c'est fluide, c'est compris, on stoppe dans la main, on prend un truc qui semble faire des deux côtés, et puis ça fait des économies incroyables. Voilà. Nous, perso, on l'a fait à la main, on aurait pu passer par des tiers. Perso, j'en connaissais pas qui pouvaient rapidement rentrer dans notre culture et nous aider. Il y a des coachs géniaux, mais j'en connais pas. Donc voilà, je dirais coût zéro et manque à gagner énorme si on s'y met pas. Alors moi, c'est ma question préférée. Parce que de temps en temps, il y a la question ah oui, mais le bonheur au travail ou la qualité de vie au travail, c'est quoi le ROI ? En fait, si on se pose la question comme ça, je pense qu'on est très très mal parti. Parce que ça montre que l'intention à la base, elle n'est pas humaine, elle n'est pas... Et sans dire que ça ne va pas rapporter de l'argent, si c'est ça l'objectif, si c'est ça votre pourquoi, je pense qu'il y a plein d'ingrédients qu'on a donnés qui ne vont pas marcher dans votre structure. Ça peut être la culture de la boîte, pourquoi pas. Nous, on est une boîte RH et ça a un lien, la formation, le fait de rendre accessible la formation, ça a un lien avec l'épanouissement professionnel des gens. Donc c'est déjà dans notre ADN à la base. Et quand on s'est mis sur ce sujet... moi, je vous ai donné notre pourquoi. C'était par rapport à notre niveau d'exigence et se dire les choses. Mais évidemment que, plus ou moins consciemment, mais c'est quand même venu dans nos discussions, c'est aussi, on va aider les gens, on va s'entraider. Et donc, c'était ça notre motivation. Donc après, d'aller parler de ROI, très très difficile. Pour moi, en fait, dans mon cerveau, j'arrive pas à faire la connexion. Par contre, si demain, j'ai quelqu'un qui vient me dire, OK, ça a quoi été
quel a été l'impact financier avec ce que je vous ai dit sur les entretiens annuels, sur les séparations et sur la progression qu'on a eue les uns les autres. Ouais, ça crée énormément de valeur. La progression qu'il y a eu sur moi, bah en fait, j'aurais pu payer quelques formations sur certains sujets. Les feedbacks, ils ont eu beaucoup plus de valeur. Il y a eu des avant-après feedbacks. Et ça, je ne pouvais pas l'acheter, entre guillemets. Merci beaucoup d'être venu et merci à vous deux pour vos partages d'expérience.